Donc, nous nous étions répartis le travail entre Chantal Grell et moi. Dans l'exposé de la semaine dernière, Chantal Grell vous a expliqué comment le grand projet baconien de Francis Bacon, Lord Verulam, le grand projet baconien d'une politique de la science s'était concrétisé de deux manières différentes. D'une part, sous la forme d'une libre association, c'est la Royal Society, d'autre part sous la forme d'une institution d'État et d'une politique dirigée par le pouvoir, c'est l'Académie royale des sciences. Et donc nous allons aujourd'hui continuer cette histoire et en deux parties. La première partie sera de voir ce qui se passe après le temps héroïque des fondateurs et l'enthousiasme des débuts, aussi bien à l'Académie des sciences qu'à la Royal Society. Et dans la deuxième partie, nous tâcherons d'évaluer cette politique scientifique en examinant un certain nombre de domaines d'application et de voir à quoi cette politique scientifique a abouti. Nous ne pouvons pas envisager, évidemment, les exposés que nous vous avons présentés ne sont qu'un petit échantillon d'un grand programme. Il faudrait parler des autres académies d'Europe. Il faudrait certainement prolonger cette histoire jusqu'au XIXe siècle et même jusqu'au XXe. Il faudrait certainement l'appliquer à notre pays. Quoi qu'il en soit, je vous signale déjà qu'en ce qui concerne l'histoire complète de la politique scientifique belge, un livre va paraître au mois de juin aux éditions Luc Pire qui s'intitule « Tant qu'il y aura des chercheurs, sciences et politique en Belgique ». 1772, fondation de l'Académie royale, 2015. Bien. Retournons à la fin du XVIIe siècle et voyons comment ces institutions ont subi l'épreuve des ans. Est-ce qu'elles ont pu résister à l'épreuve du temps? Est-ce qu'elles ont continué à attirer les meilleurs esprits, à favoriser la créativité, l'innovation? Eh bien, c'est très différent. Parlons d'abord de la Royal Society. À la Royal Society, n'est-ce pas, ses atouts, c'est la totale liberté de chercher. Les savants ont une situation de monopole des publications par les Philosophical Transactions. Ils ont un réseau d'information exceptionnel qui couvre toute l'Europe, mais ils ont des handicaps puisque c'est une société qui reste de droit privé. Les chercheurs certains d'entre eux ont de la fortune, ils font donc de la recherche à leurs frais. Seul le secrétaire perpétuel Henry Oldenburg est payé, n'est-ce pas? Et donc la Royal Society va dépendre de ses présidents et de la générosité des gentlemen savants. Et il faut dire qu'après l'enthousiasme des débuts et la mort d'Oldenburg, ça s'étiole. Il y a d'abord Sir Hans Sloane qui fait tourner la machine tout seul. Et puis, nous avons, pour le meilleur et pour le pire de la Royal Society, nous avons Isaac Newton. Il entre à 29 ans, en 1671. Il consacre les premières années sont flamboyantes. Et puis, à partir de 1703, sous la pression du médecin Sir Hans Sloane, la Royal Society élit Newton comme président. Il va occuper ce fauteuil pendant 24 ans. Donc, il va vieillir à la présidence. Et d'abord, il va imposer une réorganisation, n'est-ce pas, d'une poigne de fer, selon un scheme for establishing the Royal Society. Il va tenir ça avec sa poigne. Il va imposer la présence, restaurer les finances, faire entrer de nouveaux membres, intervenir sur tous les sujets. Et il faisait systématiquement prévaloir ses vues. Il était un peu comme Marcellin Berthelot, n'est-ce pas, en France, à la fin du XIXe siècle, où il paraît qu'on a écrit sur la tombe de Marcellin Berthelot, n'est-ce pas, J. Marcellin Berthelot à la seule place qu'il n'ait jamais postulée. Bien, eh bien, Isaac Newton était en quelque sorte comme Marcellin Berthelot. Le problème est qu'il était devenu sénile et qu'il radotait. Et il racontait, par exemple, je cite, il racontait l'histoire de sa chienne, rendue aveugle par la cataracte. Il évoquait des expériences qu'il avait réalisées dans sa jeunesse, où il avait coupé en 3 morceaux le cœur d'une anguille. Bref, il accapare la présidence, mais la Royal Society s'étiole véritablement. En fait, elle va pouvoir revivre grâce à l'accroissement du nombre de membres, d'une des académies les plus pléthoriques d'Europe, puisqu'il y avait 199 membres en 1671, 350 au milieu du XVIIIe siècle et 545 en 1800.
Elle connaîtra en réalité un regain d'activité sous la direction de Sir Joseph Banks, mais par exemple, elle n'arrivera jamais à trouver assez d'argent pour financer les voyages de Cook. Il faudra que Cook finance ses voyages autrement. Donc, d'une part, une institution privée, tributaire, somme toute, du dynamisme de ses membres et de ressources financières qui s'amenuisent. Ce n'est pas pareil à l'Académie des sciences de Paris. Il y a d'abord la faveur d'un ministre tout-puissant, qui est Colbert. Il y a des investissements massifs, comme la création de l'Observatoire de Paris. Il y a des pensions versées aux savants, donc les chercheurs sont payés à l'Académie des sciences, et ils sont libres d'entreprendre les recherches de leur choix. Donc ce sont des financements sous Colbert qui sont véritablement colossaux. Les dépenses de Colbert, n'est-ce pas, pour les pensions, pour les dépenses de la recherche, pour les instruments, pour les missions, et surtout pour l'Observatoire qui consommait énormément d'argent, ça a été des investissements qui étaient guidés par l'idée de mettre la science au service de la grandeur du roi et du pays. Après lui, c'est Louvois. Louvois, surintendant des bâtiments, a une politique utilitariste, c'est-à-dire il oblige les académiciens à se concentrer sur des recherches utiles. Et il est très interventionniste, il n'a en vue que la recherche appliquée et ses résultats immédiats. C'est ainsi qu'il fait travailler les académiciens sur le nivellement du plateau de Versailles pour savoir par où faire venir l'eau, n'est-ce pas, pour acheminer les fontaines. Donc il les fait travailler sur les aqueducs et il fait travailler les académiciens sur le détournement du cours de la rivière de l'Eure, n'est-ce pas, pour approvisionner en eau le parc de Versailles qui était toujours assoiffé. Bref, après Louvois, Louvois est une période vraiment de restriction et de déclin pour l'Académie. Et puis, après lui, nous avons un véritable regain d'activité, une reprise en main et en même temps une étatisation de l'activité de l'Académie sous la direction de Pontchartrain comme protecteur de l'Académie. D'abord, il nomme son neveu, qui est un scientifique exceptionnel, l'abbé Bignon, comme secrétaire perpétuel, et pour sauver tout ce qui pouvait l'être. Et il impose de nouveaux statuts, les statuts du 26 janvier 1699, qui sont le modèle de toutes les statuts de l'Académie des sciences en 1699 sont le modèle de toutes les académies d'Europe, qui sont à la fois, je dirais, pour le pouvoir, des bureaux d'études et des agences de communication. C'est de là que s'inspireront, par exemple, les académies de Saint-Pétersbourg, les académies allemandes, les académies de Suède, etc. Le principe, il y a une hiérarchie d'abord. Il y a 50 membres. 10 honoraires. Les honoraires sont issus de la haute aristocratie et de la cour. Ce sont donc les courroies de transmission entre le travail des savants et l'activité et l'autorité du roi. Il y a 20 pensionnaires, qui sont pensionnés, 20 associés et 20 élèves. Il y a donc une hiérarchie, je dirais quasiment comme au FNRS aujourd'hui, n'est-ce pas? Les pensionnaires et les associés sont élus par le collège académique et proposés au roi, mais les élèves sont choisis, somme toute des assistants, n'est-ce pas, sont choisis par les titulaires. Et donc, on distingue des géomètres, des astronomes, des mécaniciens, des anatomistes, des chimistes, des botanistes. Donc, chaque académicien peut travailler sur les sujets de son choix, mais l'Académie a des tâches. Elle est chargée d'entretenir des correspondances avec tous les savants du temps. Nous dirions aujourd'hui de faire de la veille scientifique, de rendre compte des publications des autres académies et des publications savantes, d'examiner les ouvrages de ses membres et de les publier, et, ce qui est intéressant, d'examiner les machines pour lesquelles on sollicite un brevet. Ce sont les machines approuvées par messieurs de l'Académie des sciences. Et l'Académie va se développer considérablement au XVIIIe, et à la veille de la Révolution, eh bien, il y a un nouveau règlement sous Louis XVI, en 1785, qui élargit ses compétences. L'Académie des sciences devra désormais s'occuper d'agriculture, d'histoire naturelle, de minéralogie, de physique, et elle institue 8 classes: géométrie, astronomie, mécanique, physique générale, anatomie, chimie et métallurgie, botanique et agriculture, histoire naturelle. Bref,
l'Académie, à ce moment-là, est un bureau d'études. C'est n'est-ce pas, j'allais dire, c'est le Belspo de cette époque, qui dépend du secrétariat de la Maison du Roi et de la direction des bâtiments. Et l'Académie revendique cette protection au nom de l'utilité et du bien public. Donc, on dirait que c'est humiliant, que c'est une dépendance vis-à-vis du roi. Non. Ça épargne aux savants qui sont pensionnés la course humiliante aux pensions et au mécénat. C'est-à-dire que, vous le savez, Chantal Grel vous a expliqué la semaine dernière le cas d'Evelius, l'astronome de Danzig, qui a été sans arrêt à l'affût de pensions parce qu'il n'arrivait pas à financer lui-même ses recherches d'astronomie. Donc, il y a là une interaction en France entre le pouvoir et l'Académie, et tout le monde y trouve son compte. La monarchie crée des institutions, nous dirions aujourd'hui, n'est-ce pas, les grandes institutions fédérales, qui s'ajoutent le jardin du roi, le jardin botanique, n'est-ce pas, l'observatoire, la station expérimentale de Rambouillet pour l'élevage, le jardin du roi qui est aujourd'hui le muséum d'histoire naturelle. Bref, il y a là un lot de grandes institutions sous la supervision de l'Académie. Bref, deux évolutions contrastées dont il est temps maintenant d'étudier l'impact et d'évaluer les résultats. Quand on regarde le programme de toutes les académies des sciences au XVIIe et au XVIIIe siècle, on s'aperçoit qu'il y a trois, et on peut faire des calculs, n'est-ce pas, statistiquement, outre les recherches propres des savants sur des questions de sciences que nous dirions pures, non finalisées, de mathématiques, de physique, eh bien, il y a trois domaines qui sont l'objet de la politique scientifique du gouvernement. La guerre, la santé publique, la production agricole et industrielle. Il est clair que dans ces trois domaines, cela présuppose une formation scientifique pour les dirigeants et les cadres de l'État. Donc, ce double aspect, d'une part, la supériorité militaire, l'accroissement de la production industrielle et la santé publique, d'autre part, la création de cadres nécessaires pour remplir ces missions. Ce sont les nécessités militaires, d'abord, qui imposent toute la formation scientifique des officiers de l'artillerie et du génie. C'est, n'est-ce pas, l'école d'artillerie de Mézières, l'école de Metz et l'école de Mézières pour le génie. La recherche sur les armements, sur les matières explosives, les nouvelles méthodes de construction des navires et aussi, pour la suprématie navale, la détermination des longitudes en mer, un problème qui va être harcelant, lancinant jusqu'à la fin du XVIIIe. Ça, c'est pour la recherche militaire. La politique sanitaire, eh bien, elle a pour but d'avoir une population saine et prospère. Non pas par un souci social, mais pour avoir de bons soldats et comme source, comme disent les hygiénistes du temps, de capacité contributive. C'est-à-dire la capacité contributive, c'est la capacité de travailler assez pour payer ses impôts. Donc comme source de capacité contributive. Et en effet, on voit naître, au sein de l'Académie des sciences, on voit naître les premières études de démographie, de statistiques, les probabilités. On voit aussi une réforme des professions médicales. On fait la chasse aux empiriques, aux rebouteux. On réorganise les pharmacopées, c'est la naissance des codex, c'est-à-dire des médicaments approuvés approuvés et reconnus par l'État, non pas remboursés, n'est-ce pas, mais approuvés. On a l'organisation de jardins botaniques, l'acclimatation de drogues exotiques, tout ça est dans la politique sanitaire, la médecine maritime et coloniale, qui est confrontée à de nouvelles maladies, comme par exemple le scorbut, la malaria ou la fièvre jaune. Quant à la recherche industrielle, eh bien, elle doit affronter un changement, ce que nous appellerions avec Bertrand Gilles, un changement de système technique. J'explique. Bertrand Gilles a expliqué qu'une technique n'évolue pas seule. À une époque donnée, les énergies, les matériaux, les mécanismes de transformation
forment un système. Ils interagissent. Au XVIIIe siècle, le système technique est commandé par l'eau, comme force motrice, comme énergie, et d'autre part par la métallurgie au charbon de bois. Ce système technique commence à saturer. Les forêts s'épuisent, on trouve de plus en plus difficilement du bois pour charbonner, et d'autre part, par les chaleurs, eh bien, les rivières ne produisent plus assez d'énergie pour faire tourner les usines. Donc, le système technique sature ou plafonne, il atteint le maximum de ses performances. Il y a donc là la nécessité d'une mutation pour laquelle l'Académie des sciences s'en occupe, vous le savez. C'est la question que nous allons nous poser aussi. Quel est le rapport entre cette politique scientifique et ce que nous appellerions la révolution industrielle, c'est-à-dire ce changement de système technique où la machine à vapeur remplace l'énergie hydraulique, où où le fer produit au haut fourneau avec du coke, c'est-à-dire avec du charbon cuit, remplace la métallurgie les hauts fourneaux qui fonctionnent au charbon de bois. Donc, 3 domaines où la politique scientifique, où l'État est confronté à des problèmes et où il recourt aux savants. Nous ne pouvons évidemment pas aborder tous ces domaines d'application. J'en prendrai simplement 2. Le premier, n'est-ce pas, ce sera une question militaire, une question navale, la détermination des longitudes en mer. C'est un problème énorme. Il est facile en mer de déterminer la latitude, mais déterminer la longitude par rapport à un méridien de référence implique aussi une perfection des cartes et pose de grands problèmes pour la navigation au long cours. C'était une nécessité pour se repérer. Rappelez-vous le désastre de l'invincible Armada, puisque c'est en 1588, n'est-ce pas? Vous savez que Philippe II avait envoyé contre l'Angleterre l'invincible Armada, qui a été contrainte de contourner les îles britanniques par la mer du Nord, par l'Écosse et par l'Irlande, et qu'en réalité, le désastre a été provoqué par l'imprécision des mesures. Et c'est l'imprécision des mesures qui a causé la perte de 14 navires et de 6000 marins. La plupart des cours d'Europe vont mettre au concours et offrir des prix pour celui qui trouvera le moyen de déterminer les longitudes en mer. Philippe III d'Espagne avait lancé en 1598 un des premiers grands programmes de recherche en proposant 6000 ducats et une pension à vie à qui trouverait le moyen de calculer les longitudes en mer. Le prix ne fut jamais attribué. Quel est le problème? Le problème est évidemment de trouver un repère temporel universel. Et là, il y avait plusieurs méthodes. Déjà, Hipparque y avait pensé avec la méthode des éclipses de lune, mais il n'y a pas assez d'éclipses de lune. La méthode a été perfectionnée par Gassendi et par Peiresc, mais il n'y a pas assez d'éclipses de lune pour en faire un repère temporel. Galilée a proposé d'utiliser les éclipses des satellites de Jupiter, ce qui était ingénieux, mais l'observation des satellites de Jupiter était difficile et la lunette ne permettait de les observer que sur la terre ferme. Le Portugal, la République de Venise ont offert des prix et des pensions, et même le prince-évêque de Liège, Ernest de Bavière, qui pourtant n'avait pas de flotte, mais qui était un élève du jésuite Clavius au collège romain, avait lui-même travaillé sur le problème de détermination des longitudes. Les États généraux des Provinces-Unies ont été jusqu'à proposer 30 000 florins à celui qui résoudrait les problèmes. Que fallait-il pour ça? Il fallait disposer de bonnes tables lunaires qui permettent de suivre avec exactitude les mouvements de la Lune qui se reproduisent à l'identique tous les 19 ans. Ou bien, il faut un catalogue d'étoiles extrêmement précis. C'est le travail sur lequel Hevelius, n'est-ce pas, Hevelius s'était occupé à Danzig. Ou bien,
des instruments de mesure du temps qui sont portables, c'est-à-dire des horloges ou des chronomètres qui ne se dérèglent pas avec le roulis et le tangage du navire. Ça va être tout le travail d'Huygens avec son horloge à pendule, ou bien de bonnes cartes marines, au moins des littoraux. Donc, tel est le problème qui se pose. On sait comment le résoudre. Comment, puisque nous continuons à comparer la Royal Society et l'Académie des sciences, comment cela se passe-t-il des deux côtés? Eh bien, c'est très simple. En 1663, le Conseil de la Royal Society vote une résolution selon laquelle le domaine des navires étant une affaire d'État, il n'a pas lieu d'être traité par la société. Et la Royal Society y reviendra après. L'amirauté intervient et propose lorsque le président de la Royal Society est Samuel Pepys, le grand polygraphe, n'est-ce pas? Eh bien, l'amirauté lui demande de sortir des Philosophical Transactions tout ce qui peut être utile à la détermination des longitudes en mer. Et Pepys répond, la construction navale n'a jamais fait partie du travail de la société. En France, c'est tout à fait l'inverse. Colbert crée la marine, il crée la royale, n'est-ce pas, de toutes pièces. C'est fabuleux, l'effort de construction qui s'attache aux moindres détails, jusqu'à planter, dans mon cher Poitou, des chênes centenaires, n'est-ce pas, pour les navires, des chênes qui seront coupés dans 100 ans, pour faire les futurs navires de la Royale. Il y a là une politique maritime extraordinaire qui a été étudiée par Jean Meyer. Bon. Mais si Colbert investit dans l'Observatoire de Paris, qui est intact, n'est-ce pas, aujourd'hui, tel que Colbert l'a voulu, c'est essentiellement pour résoudre les problèmes de la marine. Il est intéressant de voir que les premiers académiciens nommés, ce sont des astronomes. En 1665, Auzout réclame la construction d'un observatoire. Le terrain est acheté, rue Saint-Jacques, certains d'entre vous l'ont vu, n'est-ce pas? Le terrain est acheté en 1667 et en 5 ans, le bâtiment est construit par Perrault en 1672. C'est, n'est-ce pas, un lieu d'observation privilégié pour l'Observatoire de Paris. Il n'y a rien de trop cher, il n'y a rien de trop bon. Ce sont les meilleurs instruments du monde. D'autre part, Colbert s'efforce de développer une politique dans plusieurs domaines. J'ai dit qu'il fallait de bonnes horloges marines. Il fait venir de Hollande Christian Huygens, le spécialiste, celui qu'on appelle, que le père Mersenne appelle l'Apollonius, et l'Archimède de nos jours, ou plutôt des siècles à venir. Il est vrai qu'Huygens s'était fait une réputation, il avait découvert le premier satellite de Saturne, Titan, puis il avait découvert les anneaux de Saturne, dont il avait fait grand secret qu'il avait d'abord révélé à son ami le chanoine liégeois René-François de Sluze. Bref, il est reçu à la Royal Society, mais s'il vient à Paris payé par le roi avec un traitement énorme, 6 000 livres, c'est pour travailler sur l'usage des pendules en mer. Troisième aspect, les satellites de Jupiter, eh bien pour cela, on fait venir Jean-Dominique Cassini, qui lui reçoit 9 000 livres, et la direction de l'observatoire. Lui aussi est connu, n'est-ce pas? Il a étudié, il a calculé les éphémérides, et avec sa table des satellites de Jupiter, il établit, avec Picard et Huygens, les règles de calcul pour les longitudes. Bref, le grand atout de l'observatoire, c'est d'abord la qualité de ses observateurs. Il faudrait parler de Römer, par exemple, qui va calculer la vitesse de la lumière. Mais ce qui fait sa force sont surtout la qualité de ses instruments. Enfin, j'ai dit qu'il fallait de bonnes cartes, surtout des cartes des littoraux. Et là, dès 1668, Colbert demande aux académiciens de travailler sur une nouvelle carte de France, en essayant surtout de calculer les longitudes et de fixer avec précision les littoraux de l'Atlantique et de la Méditerranée. D'abord, Picard réalise la mesure du degré de méridien, c'est la première mesure du degré de méridien,
par triangulation, par calcul trigonométrique. Vous savez, ça va être toute la mesure du degré d'arc de méridien va être... c'est un sujet important parce que c'est aussi un sujet théorique, n'est-ce pas? Ça permet de savoir si c'est Descartes qui a raison ou si c'est Newton. Parce que Descartes, avec sa théorie des tourbillons, la Terre serait un sphéroïde allongé, un ballon de rugby, tandis que Newton, avec la théorie de l'attraction, la Terre est évidemment un sphéroïde aplati, c'est-à-dire une sorte de pamplemousse. La mesure du degré d'arc de méridien va permettre de trancher entre Descartes et Newton. Ce sera fait au XVIIIe siècle par la comparaison du degré d'arc de méridien en Laponie et au Pérou, et on s'apercevra en fait que c'est Newton qui a raison. Bref, mais la triangulation est d'abord quelque chose de pratique. Il s'agit, n'est-ce pas, de faire une nouvelle carte de la France. C'est un travail qui va prendre beaucoup de temps, mais le travail après sera continué par Lahire en 1681. Le problème, c'est que quand les calculs sont finis, la France est beaucoup plus petite. Elle est réduite de 40 000 lieues carrées, c'est-à-dire de 850 000 kilomètres carrés. Elle est réduite à 30 000 lieues carrées. Donc, il y a une différence de 10 000 lieues carrées. Et lorsque les académiciens vont présenter leur nouvelle carte de France à Louis XIV, n'est-ce pas, le roi qui avait agrandi son royaume, puisqu'il avait conquis l'Alsace en 1688, le Roussillon, la Cerdagne, une partie des Flandres, de l'Artois, du Hainaut, la Franche-Comté. Donc il avait gagné à peu près 30 000 kilomètres carrés, a été très fâché de voir cette nouvelle carte, et il a dit sèchement « Votre travail, messieurs, m'a coûté 1/3 de mon royaume ». Bref, il y a là une véritable politique d'État pour la détermination des longitudes en essayant d'utiliser tous les moyens possibles. En Angleterre, eh bien, en Angleterre où la Royal Society avait refusé de s'occuper de ce problème, c'est l'autorité royale qui est intervenue. L'autorité royale est intervenue, c'est le 22 juin 1675, Charles II d'Angleterre a fait créer l'Observatoire de Greenwich et a même temps nommé un poste hors de la Royal Society, un poste d'État, John Flamsteed, comme astronome royal. Flamsteed devait, et c'est intéressant, c'est dans sa mission, n'est-ce pas, dans son mandat, dirions-nous aujourd'hui, n'est-ce pas, eh bien, il devait s'appliquer avec un soin et une diligence extrême à corriger les tables indiquant les mouvements du ciel et la position des étoiles fixes dans le but d'arriver à la solution tant désirée du problème des longitudes en mer. Flamsteed va travailler, il était seul, c'était un excellent observateur et il avait un ennemi qui était Newton qui aurait voulu mettre la main sur ses observations pour les intégrer à la deuxième édition de ses Principia. Et c'est dans une extrême solitude que Flamsteed a pu finalement publier en 1725, complètement dégoûté, son Historia Coelestis Britannica, qui est un catalogue d'étoiles qui va faire autorité pendant près d'un siècle. Avec ça, on n'avait pas encore résolu le problème des longitudes en mer, et c'est une nouvelle catastrophe. Une nouvelle catastrophe est arrivée, venue pour rappeler l'attention du monde savant sur le problème. En 1707, la flotte de Sir Cloudsley Shovel a fait naufrage aux îles Scilly parce que les cartes étaient mauvaises. Ils sont échoués sur des récifs. La Royal Society, de nouveau, a refusé de s'en occuper. C'est un groupe de marchands et d'armateurs londoniens qui a proposé le 25 mai 1714 une pétition à la Chambre des communes demandant l'établissement d'un prix pour encourager la recherche d'une solution. Newton a déposé un rapport où il faisait le bilan des méthodes connues, l'horloge marine, les satellites de Jupiter, les positions de la Lune, mais ça ne suffisait pas. En réalité, le prix a été
a servi à établir un bureau des longitudes, comme il y en aura un en France, qui a été créé par un acte du Parlement en juillet 1714. Bref, vous le voyez, il y a là, si le problème n'était pas encore résolu, il y a un effort conscient de la part du pouvoir, indépendamment du monde savant, pour la Royal Society en tout cas, pour les contraindre à travailler pour trouver une solution. Je prends un deuxième problème. Le deuxième problème, donc nous ne parlerons pas de politique sanitaire. Nous parlerons, si vous le voulez bien, du progrès des arts et métiers, c'est-à-dire ce que l'on appelait des arts et manufactures. Il s'agissait de contribuer à enrichir le pays en développant la technologie et ce que l'on appelait les arts appliqués. D'abord, la Cour joue un rôle. En France, la Royal Society joue un rôle essentiellement par la publication et la publicité qu'elle accorde aux inventions. À Paris, la politique est plus dirigiste en la matière. En Angleterre, on laisse les inventeurs inventer et les industriels, on les laisse entreprendre. En France, la politique est beaucoup plus orientée vers des problèmes précis. D'abord, la Cour accrédite les inventions. Une invention présentée à la Cour, comme la montgolfière ou la pomme de terre de Parmentier, n'est-ce pas, Louis XVI mettant une fleur de pomme de terre à sa boutonnière, eh bien, l'invention se trouve ainsi accréditée. Lorsqu'on fait varioliser les enfants royaux contre la petite vérole, eh bien, la thérapeutique se répand. Il y a là, je dirais, un magistère d'influence. Mais il y a une deuxième tâche qui est confiée aux académiciens. C'est l'inventaire des bonnes pratiques, c'est-à-dire, je nous dirions aujourd'hui, faire l'inventaire dans le pays et à l'étranger des centres d'excellence technologique. Et l'inventaire des bonnes pratiques, eh bien, Huygens avait d'ailleurs voulu créer une compagnie des arts et métiers, créée en 1693 et qui a été absorbée par l'Académie. Mais l'Académie a repris ce travail avec deux réalisations maîtresses. La première, c'est l'enquête du régent, que Madame de Meulenard a publié dans notre collection de travaux. L'enquête du régent, c'est une enquête envoyée par le régent à tous les intendants de toutes les provinces pour voir quelles étaient les ressources minières et quelles étaient les techniques pratiquées par excellence dans leur circonscription. L'enquête du régent et la suite de l'enquête du régent, c'est un ouvrage dont on ne parle jamais, c'est la description des arts et métiers, dirigé, commencé par Réaumur, continué par Duhamel du Monceau, Fougeroux de Bondaroy et d'autres encore, qui décrivent, avec l'aide d'artisans, en allant dans les ateliers et avec des gravures, l'état le plus avancé des arts et métiers, non seulement dans le royaume, mais à l'étranger, car l'Académie pratique à grande échelle l'espionnage industriel. Elle envoie par exemple le médecin Morand dans le pays de Liège, comme médecin du prince-évêque Jean-Théodore de Bavière. Morand en reviendra avec 4 volumes de la description des arts et métiers sur l'art des mines de houille. Et le vocabulaire français de la houillerie est un vocabulaire entièrement liégeois. Il y a par exemple, sur le droit minier, une correspondance, n'est-ce pas, entre Jean Helot et le jurisconsulte liégeois Mathias de Louvrex à propos de la législation liégeoise sur les mines. Bon, il y a beaucoup d'autres exemples. On cite toujours l'encyclopédie de Diderot. Ce qu'il faut savoir, c'est que les encyclopédistes ont largement pillé la description des arts et métiers et que beaucoup de gravures de l'encyclopédie reprennent le travail de la description des arts et métiers. Là, c'est l'inventaire de ce qui existe. Mais il fallait aller plus loin. Je vous ai déjà dit plus haut que, n'est-ce pas, Colbert, puis Louvois, avait voulu que l'on
injecte de la science dans le travail des artisans. C'est-à-dire qu'on estimait, il est vrai, qu'à cette époque, comme je l'ai montré dans mon livre « Le savoir de la main », le savoir technique se transmet par le geste et la parole, du père au fils, du patron à l'apprenti, et ce qui règne, c'est surtout le secret. Il y a d'ailleurs des livres qui se publient au XVIIIe siècle qui s'appellent « Secrets des arts et métiers », qui sont des recueils de recettes. Bon, donc, et ces secrets, eh bien, ils ont pour seule justification que ça marche. Mais on ne sait pas pourquoi. L'idée des académiciens, poussée dans le dos par le pouvoir, c'est d'affranchir les artisans de la routine en fondant leurs pratiques sur des bases certaines, c'est-à-dire d'injecter de la physique, nous ne dirions pas encore de la chimie, n'est-ce pas, d'injecter de la physique, d'injecter de la mathématique dans la pratique des arts et métiers. Il est vrai que les gens qui construisaient des ponts n'avaient aucune notion de statique. Et ils savaient d'ailleurs calculer empiriquement, par des formules que l'on se transmettait, l'écartement entre les piles du pont, n'est-ce pas, de calculer les voûtes, calculer l'écartement maximum, l'épaisseur des culées, etc. Donc, il s'agissait de transformer cet art en science. C'était le cas aussi en hydraulique, où les fontainiers avaient accumulé des masses de connaissances empiriques sans avoir la moindre notion de mécanique des fluides. Donc, en 1675, Colbert a pressé l'Académie des sciences d'écrire un traité de mécanique où la théorie et la pratique fussent expliquées d'une manière claire et à la portée de tous. On devrait cependant séparer de la théorie tout ce qui veut appartenir de trop près à la physique et faire naître de la dispersion. On devrait le renfermer dans une sorte d'introduction à tout l'ouvrage. On décrirait ensuite dans l'ouvrage même toutes les machines en usage dans la pratique des arts, soit en France, soit dans les pays étrangers. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, quand on parle des arts, c'est les techniques. Ce qui est intéressant, n'est-ce pas, pour montrer l'ambiguïté de ce début de la notion de science appliquée, c'est le gigantisme de la machine de Marly. On sait que les relevés topographiques ont été faits par des académiciens. Ça, c'est vrai, on connaît on a les calculs de base. Mais la machine elle-même, qui a été construite, comme vous savez, par Arnold Deville, qui était l'entrepreneur, et une équipe de charpentiers liégeois, conduit par Renkin-Sualem, cette machine est simplement une transposition en grand des machines utilisées dans le pays de Liège pour épuiser l'eau des mines. En gros, si vous voulez, la machine de Marly, c'est l'équivalent de la machine qui servait à pomper l'eau pour le château de Modave, mais c'est 14 machines de Modave mises en batterie. Donc, il s'agit simplement là d'un transfert de technologie, d'une technologie purement artisanale qui n'est pas encore fondée sur la science. Et ce sera un des efforts des académiciens d'essayer d'injecter des formules mathématiques dans cette pratique. C'est l'œuvre, par exemple, du livre superbe, n'est-ce pas, de Bernard Forêt de Bélidor, qui s'appelle « L'architecture hydraulique ». Donc, il y a là un effort, je dirais, de scientificisation des arts et métiers. Donc, ça, c'est les essais de perfectionnement des arts et métiers sous l'impulsion royale, n'est-ce pas, par le moyen de l'Académie des sciences. Inventaire des bonnes pratiques, inventaire des centres d'excellence. D'autre part, l'espionnage industriel à l'étranger. Et troisièmement, un effort de scientificisation de la technique qui se matérialisera d'ailleurs par les premiers cours de dessin industriel. On observe que parmi les ingénieurs qui ont fait, ce que l'on appelle ingénieurs, qui ont fait la révolution industrielle, la plupart d'entre eux avaient simplement comme base, n'est-ce pas, des cours de dessin. C'était une des choses que l'on créait d'abord
Un autre exemple, dans la principauté de Liège, le prince-évêque François-Charles de Velbruck a créé un cours de dessin gratuit pour les artisans. Il s'agissait évidemment de pouvoir dessiner des plans et de pouvoir calculer le travail. Maintenant, la question est de marquer le rapport entre cette politique de perfectionnement des arts et métiers et le grand phénomène qui marque la fin du XVIIIe siècle et que l'est convenu d'appeler la révolution industrielle. La révolution industrielle, je l'ai dit, c'est un système technique. La machine à vapeur, un changement de système technique. La machine à vapeur remplace la roue à aube et d'autre part, la fonte au coq remplace la fonte au bois dans les hauts fourneaux. Maintenant, la question est de savoir ce que cette grande mutation doit à la recherche appliquée, pratiquée dans les académies, que ce soit en Angleterre, où la révolution industrielle est née, ou que ce soit en France. Parlons d'abord de la machine à vapeur. En réalité, il faut dire qu'on en possédait, au début du XVIIIe siècle, toutes les bases théoriques. On connaissait, depuis les expériences de Torricelli, la notion de pression atmosphérique, on connaissait la notion de pression de vapeur, on pouvait produire le vide grâce aux pompes à vide de Boyle, on connaissait le moyen aussi de créer du vide en remplissant remplissant un cylindre de vapeur et puis en condensant la vapeur. On connaissait les instruments techniques indispensables. Tous les fontainiers connaissaient les pistons, les soupapes et les corps de pompe. Donc, tout était réuni et on a travaillé aussi bien dans la Royal Society, aussi bien en Angleterre qu'à l'Académie des sciences de Paris, sur une machine utilisant du vide. En France, les travaux ont été menés par Christian Huygens. Nous avons, dans les papiers de Huygens, nous avons un premier moteur à explosion, c'est-à-dire que l'on fait exploser de la poudre noire dans un cylindre, mais la poudre noire provoque un vide, l'explosion provoque un vide, et le piston descend. Le problème, c'est que l'on ne sait pas transformer ça véritablement en machine alternative. Son élève, l'assistant de Huygens, Denis Papin, va aller beaucoup plus loin. Nous sommes ici dans la recherche appliquée, dans l'application de principes théoriques, en inventant sa fameuse marmite, n'est-ce pas, l'ancêtre de nos marmites à pression, mais il échoue à créer, quoi qu'on en ait raconté, n'est-ce pas, il échoue à créer une véritable machine. Les recherches s'arrêtent là. Il ne vont pas plus loin. En Angleterre, nous avons en même temps des chercheurs qui travaillent aussi théoriquement sur la machine à vapeur. Je cherche les exemples et les documents. Voilà, n'est-ce pas? Là, dans la machine, nous avons notamment, par exemple, une machine celle de Thomas Savery, qui utilise la pression de vapeur pour faire monter de l'eau. Cette machine va être publiée dans les Philosophical Transactions et l'auteur deviendra lui-même membre de la Royal Society. Mais les machines de Savery elles-mêmes ont un tout petit rendement. Et il faut dire que c'est un bricoleur, Thomas Newcomen, qui inventera la première pompe à feu qui va se généraliser facilement. Vous savez comment fonctionne une machine de Newcomen. C'est une machine qui utilise la pression atmosphérique. Vous avez une chaudière qui injecte de la vapeur dans un cylindre. On refroidit brutalement le cylindre par un jet d'eau, la vapeur se condense, il se crée donc un vide, et sous la pression atmosphérique, le piston descend. Le piston descend, tire sur un balancier, et de l'autre côté, nous avons une pompe, n'est-ce pas, aspirante et foulante.
ce qui permet de pomper l'eau des mines. Bien, maintenant, quel rapport y a-t-il entre la machine de Savary et les machines réalisées par Newcomen? Il est clair que Newcomen n'est pas un scientifique, il est un artisan, mais qui est au courant des progrès réalisés par les chercheurs, par les savants de la Royal Society. Donc, c'est sur la base d'une certaine culture technique diffuse, non pas par filiation directe, qu'il arrive au perfectionnement décisif qui est de distinguer la chaudière, le cylindre, le piston et le balancier qui permet d'actionner la pompe. Vous le savez, la pompe à feu va être répandue dans tous les pays où il est, très peu en France, mais particulièrement en Belgique, où les Belges auront copié évidemment les machines à feu. Les premières vont être installées à l'Aude-Linsart et d'autres dans des houillères près de Liège. Et comme c'est facile à fabriquer, étant donné qu'à Liège c'est un pays d'armuriers et de canonniers, celui qui sait faire l'alésage d'un canon ou d'un canon de fusil, c'est évidemment polir l'intérieur d'un cylindre et y ajouter un piston. Donc ce sera, je vous renvoie aux travaux d'Anne Van Eyck sur les débuts de la machine à vapeur dans les anciens Pays-Bas. Bref, passage par les artisans, mais immédiatement après, s'il y a des perfectionnements et si la machine à vapeur classique est inventée par James Watt, lui, est un constructeur d'instruments scientifiques. Ce n'est pas un artisan. C'est un homme qui construit des instruments scientifiques et qui travaille dans les laboratoires. N'est-ce pas, par exemple, James Watt, il va devenir membre de la Royal Society en 1785. Donc nous avons une interaction entre cette recherche commanditée, d'une part, et d'autre part, les débuts de le savoir traditionnel. L'interaction des deux provoque la naissance de la machine à vapeur. J'ai dit que le deuxième aspect, c'était la fonte au coq. Les forêts étaient dévastées, n'est-ce pas? Le bois était de plus en plus cher, il fallait les chercher de plus en plus loin, et il fallait dévaster presque 1 hectare de forêt pour produire 1 tonne de fonte. En réalité, on ne savait pas ce qui se passait dans le Haut-Fourneau. Il aurait été facile d'y mettre du charbon de terre, mais comme vous savez, le charbon de terre contient des matières volatiles, notamment des matières sulfureuses qui altèrent la fonte. Mais tout cela n'était connu que empiriquement. Nous sommes, à ce moment-là, nous ne connaissons pas la théorie de l'oxydoréduction. L'idée qui domine chez les chimistes, c'est l'idée du phlogistique, ce principe combustible qui s'en va quand quelque chose brûle ou s'oxyde. Donc, il y a, à l'Académie des sciences, et notamment dans les travaux de Morand, de nombreux essais pour purifier le charbon de terre de manière à l'utiliser dans les fourneaux. Parallèlement, en Angleterre, c'était utilisé depuis très longtemps. En réalité, c'est pas difficile de fabriquer du coke. Il suffisait de chauffer du charbon de terre dans un four de boulanger et de laisser se dégager les goudrons, et on obtenait une matière plus légère, avec un pouvoir calorifique plus élevé, et qui était du carbone presque pur. Curieusement, cela était utilisé essentiellement par les brasseurs qui s'en servaient pour sécher le malt. Donc, il y a des essais de purification artisanale depuis le début du XVIIe siècle, de purification artisanale du charbon depuis le XVIIe siècle. En réalité, le problème n'est pas de produire du coke. Le problème est de l'employer dans le haut-fourneau. Car là, le problème du haut-fourneau, c'est la composition de la charge et la marche du haut-fourneau. Quand vous lisez les métallurgistes du temps, ou quand vous parlez aujourd'hui encore avec des métallodes des derniers hauts-fourneaux liégeois, eh bien, ils vous diront que le haut-fourneau est paresseux, qu'il grogne, qu'il est, on dit à Liège, j'ai encore entendu des métallos qui disaient ça, qu'il est emmacralé, c'est-à-dire qu'il est ensorcelé. Il y a une vision anthropomorphique du haut-fourneau,
Et le maître fondeur est quelqu'un qui est un homme qui est, je dirais, comme un bon barman, qui compose un cocktail. On prend autant de minerais de tel endroit, lisez le traité de Valérius, n'est-ce pas, traité de la fonte du fer, qui est fabrication du fer et de la fonte, qui est des années 1830. Il explique encore que pour composer la charge, il faut prendre du minerai à aigre de tel endroit, du minerai doux de tel autre endroit, et il y a une terminologie des qualités de fonte, n'est-ce pas, qui est grise, perlée, truitée, qui est tout à fait poétique, mais qui reflète uniquement un savoir empirique. On ne sait pas ce qui se passe dans les hauts fourneaux. Et là, les recherches des savants n'aboutissent pas. Et c'est un maître de forge, n'est-ce pas, de Coalbrookdale, comme vous savez, Abraham Darby, qui, au prix de longs tâtonnements, arrive à fabriquer de la fonte au coq. On pourrait faire un parallèle. On pourrait faire un parallèle avec des essais tentés à la même époque. C'est de la politique scientifique aussi, par le prince-évêque de Liège, qui confie aux frères de Limbourg, deux médecins de Theux, il leur donne un financement considérable. Prince-évêque Charles d'Oultremont leur donne un financement considérable pour purifier le charbon de terre et l'employer dans le haut fourneau. Et en réalité, ils échouent. Et ils échouent parce qu'ils sont prisonniers d'une certaine théorie. Ils sont prisonniers de leur connaissance chimique. Ils disent c'est parce qu'il y a trop ou trop peu de phlogistique. Il faudrait rajouter du phlogistique. En réalité, les maîtres fondeurs, eux, se guidaient sur la couleur de la flamme, sur la couleur de la fumée, sur le grognement du haut fourneau pour dire on remettra un petit peu de ceci, on remettra un petit peu de cela. Je me souviens qu'un jour, je me trouvais à l'aciérie de Chertal et un métallo, on suivait évidemment les compositions sur ordinateur, mais un métallo, regardant la couleur de la flamme, dit « Monsieur l'ingénieur, à votre place, je remettrai 50 kilos de manganèse. » Eh bien, c'était exactement ce qu'il fallait. Donc, la recherche appliquée dans ces deux domaines révèle à la fois sa force et ses limites. Elle révèle sa force parce qu'elle est organisée, dotée de moyens puissants et qu'elle travaille de façon systématique. Il y aura certaines découvertes, par exemple dans le domaine de la marine, eh bien c'est en étudiant une recherche commanditée, le frottement des câbles de marine, que Coulomb établira ses premières lois. Donc c'est une recherche qui porte fruit, mais qui est prisonnière non pas de l'État, non pas de la politique, mais prisonnière de l'état de la science, dans des domaines à forte charpente physico-mathématique. Elle arrive à des réussites. Dans les domaines où la théorie ne permet pas de rendre compte de ce qui se passe, eh bien là, le savoir artisanal restera, le savoir de la main, restera triomphant, laissé à l'initiative des ingénieurs, surtout des contremaîtres, jusque bien tard dans la révolution industrielle. Donc nous sommes là dans une période de transition. C'est une recherche qu'il faudrait continuer. Il faudrait continuer l'histoire de la politique scientifique sous l'Empire, sous la Révolution, parce que la République avait quand même besoin de savants. Elle les a employés pour le perfectionnement de l'artillerie, pour les travaux de nivellement, pour la fabrication de la poudre, du salpêtre, etc. Continuer sous l'Empire. Et regardez par exemple comment Napoléon avait une très grande méfiance vis-à-vis d'une recherche appliquée au domaine militaire, n'est-ce pas? Il a refusé le fardier de Cugnot et il a refusé le navire à vapeur de Fulton. Bref, c'est un champ d'investigation qui s'ouvre ici et je pense que
c'est un domaine qui mérite d'être exploré et il faudrait continuer certainement jusqu'au XXe siècle où la science est devenue totalement solidaire et du politique et de ses applications. Je vous remercie.